Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement, le monde qui vous entoure? Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale, ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans l'ingénierie sociale. 6e point. S'adresser à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. En France, 27 millions de personnes qui fréquentent les salles de sport et environ 200 sont des cas, mais on ferme ces salles de Je sport. vous soumets quand même ces chiffres. 27 millions de passages dans les salles de sport pour 207 cas avérés. Ça vous semble aberrant, non ? Pourtant, ça a passé crème, comme diraient certains. Ça a passé tellement bien que certains en demandent même plus. Et maintenant, on parle de manipulation. Vous comprenez de mieux en mieux pourquoi on en est arrivé là. La fabrique du consentement, un concept génial. Il suffit juste d'abattre ses cartes au bon moment et d'être patient. La peur première est la peur de mourir. On a tous des traumatismes en nous, d'abus de pouvoir. Pensez à votre éducation, à vos moments d'injustice quand vous étiez punis. Qui n'a jamais été puni étant enfant ? Il y en a parmi nous qui ont été privés de dessert, d'autres qui s'en sont moins bien sortis, avec des punitions vraiment plus violentes. Alors, on grandit physiquement, ça c'est sûr. Mais qu'en est-il de l'intérieur ? Alors, quand on appuie sur les vieux traumatismes, on ajoute le sentiment de désobéissance et de punition. On devient docile. Tu ne t'es pas lavé les mains, tu n'auras pas de dessert. Tu as mal fait tes devoirs, tu es puni. Maintenant, on a grandi. Alors on nous dit qu'on met mal notre masque, qu'on est un égoïste et qu'on va se faire punir par une amende, sans compter les regards foudroyants des autres qui ont la même blessure que nous. Finalement, quand on y réfléchit, on brade notre liberté pour 135 €. Bonjour les amis, bienvenue dans cet 6e épisode. La manipulation des foules, l'ingénierie sociale. On fait un tour avec Philippe Bobolin depuis plusieurs capsules. Bonjour Philippe. Bonjour Emma, bonjour à nos auditeurs. Alors, peut-être que vous nous rejoignez en route. En tout cas, bienvenue si c'est la première fois que vous embarquez sur le train. Et c'est une sacrée aventure. Je vous invite à revoir les émissions précédentes. Ça va se dérouler en 10 chapitres. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui nous ont dit « Le chapitre 3 n'est pas sur YouTube ». Effectivement, il n'est pas sur YouTube pour une bonne raison, c'est qu'il parle de sujets sensibles. Comme vous le savez, ma chaîne est sous le viseur d'une, on va dire, d'une censure qui fait rage. Donc, jusqu'à fin mars, c'est un peu compliqué. Il y a des thèmes qu'on n'aborde pas sur cette chaîne. Vous pouvez évidemment la voir sur emmacruzy.com. Elle y est, et aussi sur Facebook pour ceux qui ont Facebook et puis qui sont abonnés à ma page. Voilà, donc introduction mise à part, on a fait d'ailleurs une édition spéciale, Philippe. Je pense que vous savez que ça a eu beaucoup de succès sur la vallée des larmes. Ça a été Oui. l'entracte. Les amis, si vous ne l'avez pas vu, ça vous permet de savoir où vous en êtes dans ce processus émotionnel pas simple. Et comme nous l'expliquait Philippe, eh bien, c'est normal d'avoir des sensations de colère. C'est normal d'être déprimé, c'est normal de faire des allers-retours et des ascenseurs émotionnels. Nous sommes des humains. Enfin, en tout cas, pour le moment, nous ne sommes pas encore des machines. C'est vrai que Philippe nous parle aussi dans une fameuse conférence du 15 octobre qui est sortie sur Nexus de cette révolution
4e révolution avec les robots. C'est un sujet passionnant. C'est vrai que Philippe, vous avez un angle d'attaque qui est pluridisciplinaire. Je rappelle pour les personnes qui ne vous connaissent pas que vous êtes, alors il y a tellement anthropologue, je les connais par cœur maintenant, hein, biologiste, C'est bien, c'est une bonne élève. physicien et psychanalyste. Vous avez d'ailleurs encore beaucoup de personnes qui viennent vous voir en consultation, en coaching, et c'est vrai que, comme vous nous disiez, c'est important de savoir où on en est parce qu'on ne va pas coacher et soutenir une personne la même chose selon où elle se situe, entre autres dans la vallée des larmes, si elle est en phase de déni, de colère, de dépression, ou alors si elle remonte la pente avec justement ces émotions qui permettent Oui, de voir la lumière au bout du tunnel. Alors aujourd'hui, c'est une partie assez dure, s'adresser à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. On va parler aujourd'hui, Philippe, de manipulation aussi, de culpabilisation, mhm, ces fameuses techniques qui sont infaillibles, hein, pour perturber les gens. Et puis, en seconde partie d'émission, vous allez nous parler d'épigénétique pour nous répondre aussi. On a eu beaucoup de demandes là-dessus. Vous nous en mhm. aviez brièvement parlé. Voilà, c'est parti, c'est à vous. Alors, s'adresser à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, Philippe, on fait comment? Bah, déjà, vous voyez bien que quand, tout le monde le sait, quand on est soumis à l'émotion, on a du mal à prendre de bonnes décisions. On dit que l'émotion est mauvaise conseillère, que ce soit des émotions positives ou négatives. Ensuite, bah, c'est l'opportunité, cette crise sanitaire, d'aller descendre au fond de nous pour mettre de la lumière sur nos émotions. Et finalement, on paye toute une génération d'enfants à qui on n'a pas donné l'occasion de bien gérer ces émotions. Donc, on va revenir aussi sur les différentes façons de réprimer l'émotion. Et quand une émotion est réprimée, ou un besoin réprimé, qui est souvent associé à une émotion, eh bien, évidemment, ça fait des dégâts, quoi. Et ce qu'on voit, c'est que des gens sont surpris d'être dépossédés de leur rationalité par cette espèce de bain émotionnel dans lequel nous sommes plongés. Alors, les émotions sont arrivées tardivement, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans l'histoire de la pensée. Le premier qui en parle, c'est Aristote. Il définit le pathos, à l'époque on parlait plus de pathos que d'émotion, comme tous ces sentiments qui changent l'homme, l'amenant à modifier son jugement et qui sont accompagnés par de la souffrance ou du plaisir. Et puis, René Descartes, le grand philosophe français, avait le premier classifié les émotions, parce qu'à l'époque c'était un peu flou, vous voyez, il avait un sentiment de mal-être. Donc il distingue la jalousie, l'admiration, l'amour, la peur, la tristesse, la joie. Et il faudra attendre au 19e siècle pour que vraiment on puisse dégager, on estime 6 ou 7 émotions de base. Ces émotions sont, comme je l'ai dit, la colère, la peur, la joie, la tristesse, la surprise, le mépris. Voilà, c'est des émotions fondamentales. Il peut y avoir aussi, on le verra, des sous-émotions ou des émotions secondaires qui sont associées à deux émotions principales. Par exemple, la honte est associée souvent à la peur et à la colère. Donc, quand quelqu'un a honte, ça cache à la fois une peur et une colère. Alors, quand on est petit, bah, nos parents ne nous invitent pas à vraiment vivre nos émotions. Si vous regardez un bébé, spontanément, il exprime ses émotions, il n'y a pas de blocage, puis progressivement, malheureusement, l'éducation qu'on devrait appeler l'éducastration se met en place et amène les enfants presque à avoir peur ou honte ou de se méfier de leurs émotions. Alors, il y a différentes stratégies, vous voyez, si un enfant se met à pleurer, c'est plus acceptable que s'il est en colère. C'est ce qu'on appelle les émotions parasites. Donc l'enfant, lui, il comprend vite que s'il veut manipuler ses parents, faut mieux qu'il soit dans le pleur que dans la colère, les pleurs ou la colère. Ensuite, il y a des émotions raquettes, c'est-à-dire comme au tennis, on fait des revers. Donc, quand vis-à-vis de vos parents, vous avez été habitué à mettre en avant, par exemple, votre faiblesse, de vous mettre dans un état de tristesse, eh bien, adulte, vous allez continuer à le faire. C'est ce qu'on avait vu avec l'analyse transactionnelle.
puisque nous abritons simultanément un enfant docile ou rebelle, un parent et un adulte, qui, selon les circonstances ou les événements, vont mettre en avant telle ou telle émotion. C'est ça qu'on appelle les émotions raquettes. Alors, on a tous vécu ça. Par exemple, on va amener un déni à l'émotion que ressent un enfant. On va lui dire, mais non, c'est pas grave, t'es tombé, mais regarde, t'as rien. En fin de compte, il veut exprimer son émotion, que ça soit grave ou pas, c'est pas le problème de l'enfant. Vous voyez, un enfant à qui on a volé son bonbon, c'est un drame. Si on essaye de le raisonner en adulte en disant, mais c'est pas grave, on rentre pas dans le domaine de l'enfant. Après, on peut, face à une situation comme quelqu'un qui tombe et qui se fait mal, un enfant qui tombe et qui se fait mal, on peut avoir comme réaction c'est pas beau de te plaindre, donc on va le mettre un peu dans la honte, ou on peut le mettre dans la peur, en lui disant si tu pleures pour rien, je vais te mettre une raclée, tu vas savoir pourquoi tu pleures. Vous voyez, il y a aussi l'emplâtre, si tu pleures pas, je vais te donner un bonbon, ou l'encadre. C'est-à-dire, l'enfant entend ses parents dire bah, finalement, cet enfant, il n'a pas assez dormi. Donc, adulte, il peut, face à des situations qui sont des tensions émotionnelles pour lui, avoir comme recours le sentiment d'être en asthénie, en fatigue, j'en peux plus, je me couche, je suis à bout de course. Alors, face à une éducation, on n'a pas l'habitude d'exprimer ses émotions, on va avoir des stratégies diverses et variées. Et dans des situations telles que celles que nous vivons, évidemment, toutes ces émotions qui ont été réprimées vont réapparaître. Par exemple, la honte qu'on évoquait ou la culpabilité sont des émotions qui sont composites. Vous voyez, Ekman considérait que l'abandon, c'est un mélange de peur et de colère. Et la culpabilité, c'est un mélange aussi, on va dire, de peur et de tristesse, selon les auteurs, vous voyez. Après, si vous regardez en détail les gens qui ont réfléchi sur les émotions, peu importe, c'est ce qu'on appelle une émotion secondaire. Alors, moi, j'ai eu des témoignages de gens qui pensaient être équilibrés, puis ils sont pris dans des tourmentes émotionnelles. Alors, évidemment, la peur princeps de l'homme, c'est la peur de mourir. Et donc, la pandémie que nous vivons prend appui précisément sur la peur de mourir. Et la peur de mourir, c'est vraiment le problème numéro 1 de l'homme. C'est pour ça que le transhumanisme, peut-être un jour on fera une émission sur le transhumanisme, ça serait intéressant de regarder, joue là-dessus, cette volonté d'aller au-delà de la mort pour aller vers une pseudo-immortalité. Alors, on a donné des significations différentes aux émotions. Et puis, assez rapidement, les premiers psychologues au 19e siècle, dans les années 1883-1884, se sont posé des questions. Par exemple, William James et Karl Lange se sont posé la question, est-ce qu'on a une émotion parce qu'on ressent un trouble organique, par exemple un trouble du cœur, et on l'interprète comme une émotion? Ou alors, Cannon et Barr, Walter Bradford Cannon, qui était un endocrinologue et physiologiste canadien, et Philippe Barr ont considéré que non, c'est le cerveau qui vit quelque chose et qui va donner un ordre au cœur d'avoir un changement de rythme cardiaque. Et puis, alors maintenant, on est plutôt dans cette vision. On sait que si on stimule une zone du cerveau, on peut provoquer des émotions fortes. Donc, il y a bien une relation du cerveau sur les organes, mais l'inverse aussi est vrai. Et c'est ce qu'avait observé déjà en 1907 Alfred Adler, puisque lui, il était un enfant de santé fragile. Il s'était rendu compte que sa fragilité l'avait amené à avoir un profil psychologique qui l'avait amené à être plus en introspection, à lire, à faire des études, que s'il avait eu une santé de fer et qu'il avait fait du sport. Il arrive à la conclusion que la fragilité d'un organe peut entraîner une rétroaction sur le cerveau. Et puis, le grand Darwin, à qui on a fait dire des choses incomplètes dans son œuvre, comme par exemple Struggle for Life, la lutte, le moteur de la vie, ça serait la lutte du plus fort, et donc on introduit la notion de dominant et de dominé. Il a servi de caution, entre autres, à ce qu'on appelle le néo-darwinisme, c'est-à-dire la justification d'une pyramide économique avec des dominants qui ont pris le pouvoir parce que, soi-disant, ils étaient les plus forts. Et être le plus fort dans le monde des hommes, c'est être le plus apte à manier l'économie, donc aussi à manipuler les autres.
Et à un moment donné, il s'est intéressé aux émotions. Il a écrit un ouvrage en 1872 qui s'appelle « L'expression des émotions chez l'homme et chez l'animal ». Et lui, il établit un principe. Il considère que les hommes ont migré, et quand on arrive dans un endroit où il y a des bêtes féroces qui ne sont pas celles qu'on avait l'habitude de voir dans son territoire précédent, et quand on a des climats, eh bien au départ, l'émotion permet d'avoir une réactivité. Donc pour lui, l'émotion, c'est une faculté d'adaptation et de survie de l'organisme humain. Et assez rapidement, ce qui est volontaire devient inné, parce que le côté innéiste d'une émotion permet d'avoir une rapidité vis-à-vis d'une situation. Et on a en nous des programmes qui sont inscrits, comme par exemple la peur du serpent. Quand on voit un serpent, même si un enfant ne l'a jamais vu, c'est inscrit en lui, et donc il a une réaction innéiste vis-à-vis de cet animal. Et donc ça permet, l'émotion, elle est indispensable à la survie de l'homme, c'est ainsi qu'il voit l'émotion. Elle est universelle, elle est innée, et elle est communicative. Donc les émotions joue un rôle essentiel dans nos vies. On peut dire que l'homme est avant tout un être émotionnel plutôt que d'être un être rationnel. Et le fait de mettre de la lumière sur nos émotions permet de gagner en degré de liberté. Et en ce sens, eh bien, on est amené, dans cette période de pandémie, de descendre au fond de nous-mêmes, de voir peut-être les émotions raquettes qu'on utilise et qui sont le vestige de toutes les éducations et les cadres dans lesquels on a été mis et posé. Alors, au sens propre, une émotion, c'est une réaction physique et psychologique à une situation, comme par exemple cette pandémie. Elle a d'abord une manifestation interne et ensuite elle va générer une réaction externe. Et généralement, l'émotion vient d'une sorte de confrontation à une situation et surtout à l'interprétation qu'on va y donner. Et vous voyez, à un moment donné, suivant la stratégie qu'on a mis pour ne pas sentir ces émotions, alors ça peut être le déni. Non, même pas peur. Donc, par exemple, vous avez des gens, vous leur parlez de le port de masque. J'en ai vu même qui le portent et puis quand ils vous voient, ils l'enlèvent. C'est les enfants, vous n'avez même pas peur. Ils n'ont pas peur, mais en fin de compte, s'ils mettent un masque, c'est parce qu'il y a au fond d'eux soit la peur d'avoir une amende, soit la peur de ne pas être dans la norme sociale, soit la peur d'être contaminé. Et donc, il n'y a aucune honte d'avoir peur. Les émotions de peur sont des émotions qu'on doit accueillir. Si on ne va pas les accueillir, elles vont faire pression et à un moment donné, elles vont exploser. Et tout le monde a connu des gens qui, vous mettez un mot dans la conversation, ils explosent. Donc, ça veut dire que le mot est un mot dynamite. Il est chargé d'une émotion. Moi, j'avais un ex-collaborateur, c'est la transparence des comptes. Et là, il s'est transformé en diable en 30 secondes. Donc, et on n'est plus habitué à accueillir nos émotions. Oui, on en a presque honte. La culpabilité, on joue là-dessus. Donc, on peut être en culpabilité parce que on veut protéger les autres. Donc, on nous tend, si vous voulez, un comportement qui serait altruiste. Donc, c'est une façon de se donner un beau visage vis-à-vis de la société où on a peur de contaminer nos parents, nos grands-parents, nos amis. Et voilà, mais jamais on va dire je le fais parce que j'ai peur. Alors la colère, c'est pareil, il est sain d'être en colère. La colère, souvent, est une façon de poser ses limites. On dit que tout ce qui n'est pas exprimé en termes émotionnels s'imprime. Et donc, tout le monde sait que quand on ne met pas ses limites, on finit par vivre dans le désir de l'autre. C'est exactement ce que font actuellement beaucoup de citoyens dans le monde. Ils vivent dans le désir du gouvernement, d'être bien docile vis-à-vis du gouvernement, et puis à un moment donné, ça peut complètement péter parce que c'est plus tenable. Et si on n'a pas posé ses limites, l'autre n'est pas au courant de ce qu'on veut pas, et donc il finit par envahir notre territoire. On accepte, on résiste, puis à un moment donné, ça explose. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour qu'une relation soit saine, il faut que chacun puisse exprimer au moins ses limites. Ça fait partie des piliers de vie qu'on devrait mettre dans nos vies. Il y en a d'autres, mais poser ses limites, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et beaucoup de gens, justement, qui ont peur de ne pas être aimés, vivent dans le désir de l'autre. Alors, vis-à-vis de l'éducation que beaucoup de gens ont reçue, le gouvernement est une autorité, on doit le respecter, on doit être dans une appartenance à un groupe social, on doit être dans la norme, et ne pas réaliser ça, ça crée chez eux des stress. Alors, ils vont utiliser des émotions raquettes qui vont être mises en avant. Alors, j'ai évoqué sans le développer, mais qu'est-ce qu'on a comme stratégie quand on a reçu une éducation où
nos émotions sont non avouables ou doivent être réprimées. Ben, il y a le déni. Non, il n'y a rien, alors que tout le monde voit sur le visage que la personne vit une émotion, elle ressent pas, elle s'est coupée de son corps, de son ressenti. Ensuite, il peut y avoir comment dirais-je, le dénigrement. Mais non, pas du tout. Et puis moi, les histoires émotionnelles, je veux pas, je veux être dans un calme. Il peut y avoir aussi comme réaction l'exagération. Vous savez, vous avez des gens, il y a un petit problème et ils sont dans l'exagération. Je laisse tout, je ne fais plus rien, je m'occupe plus de rien. Et c'est une façon aussi de se couper. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Ben, ça vient du latin émovere, ça veut dire mettre en mouvement. C'est ce qui nous anime. Et être animé, c'est avoir une âme. Hein. Le mouvement nous amène presque à stimuler notre âme, ou en tous les cas, notre âme nous mène à vouloir bouger. Et donc l'émotion, c'est un mouvement vers le dehors, un élan qui vient de l'intérieur de soi, et qui parle souvent à l'environnement, et une sensation qui nous met face à nous-mêmes. Alors il faut distinguer l'émotion et le sentiment. Vous voyez, le sentiment, c'est un état affectif complexe, plus stable, durable, lié à des constructions, souvent mentales. Par exemple, pour bien comprendre, la peur peut être une émotion, l'insécurité, c'est quelque chose de durable. Si vous êtes insécurisé, c'est pas simplement pour une situation donnée. Et c'est exactement ce que les gens ressentent, une espèce de sentiment d'insécurité à court, moyen et longue durée. Alors, évidemment, il y a peu de joie, mais il y en a quand même. Et donc, la joie, on la vivra quand on sera de l'autre côté de la vallée des larmes. Parce que finalement, est-ce que c'est pas l'occasion d'aller visiter ce qui est à l'intérieur de nous? Des années et des années de répression des émotions, c'est peut-être l'occasion d'être au clair avec ces émotions. Et en ce sens, si on veut un monde meilleur, il faut d'abord avoir visité son intériorité avant de proposer une quelconque révolution extérieure. Vous voyez, ce qui s'est passé souvent dans les révolutions, c'est qu'on a imposé au peuple des structures économiques différentes, mais au fond d'eux-mêmes, ils étaient restés identiques. En Russie, après la révolution de 17, les gens étaient restés comme des moudjiks. Vous voyez, et donc il y avait une espèce de dissonance cognitive entre l'intériorité des Russes de l'époque, qui vivaient un peu comme on vivait du temps du tsar, et puis une république socialiste qui se mettait en place avec des structures économiques, un monde révolutionnaire. On n'était plus sujet, mais du roi ou du tsar, mais on était un acteur. Et en fin de compte, beaucoup de révolutions ont été des échecs. Voilà, on a remplacé une structure par une autre sans vraiment avoir changé l'intérieur des gens. Et donc, il y a des questions comme ça où on appelle ça en mathématiques une commutativité. Si vous multipliez 2 par 1 ou 1 par 2, c'est la même chose. Mais si vous multipliez 2 par 5 plus 4, c'est pas la même chose si vous permutez la multiplication et l'addition. Vous voyez ? Donc c'est pareil hein, dans les révolutions. Est-ce qu'il faut d'abord construire son économie et amener les citoyens à être en phase avec ça et ensuite passer à l'extension? Ou au contraire, passer tout de suite à l'extension, puis après on verra au niveau de l'économie. Et cette question s'est posée assez rapidement après la révolution russe entre Staline et Trotsky. Trotsky était plutôt partisan qu'on construise une économie forte et ensuite passer à l'extension. Et Staline voulait toujours tout de suite passer à l'extension. Alors, la révolution, c'est une révolution émotionnelle, hein, puisque la meilleure définition que j'ai pu lire de la révolution, je l'ai trouvée chez Pagnol. On aurait pu penser la trouver chez Hannah Arendt, chez Hegel, chez Bakounine, chez Marx. Non, chez un écrivain provençal. Et le jeune Pagnol demande à son père, c'est quoi la révolution? Et donc le père de Pagnol lui répond, révolution, étymologiquement, ça veut dire tourner. Il y a une roue, il y a des gens qui ont la tête en bas et qui voudraient avoir la tête en haut. Donc ils vont faire à la roue un demi-tour. Mais quand ils auront enfin la tête en haut, d'autres auront eux aussi la tête en bas. Ils voudront, comme les précédents, avoir la tête en haut. Et de tête en bas en tête en haut, de demi-tour en demi-tour, la roue de la révolution avance. Donc, au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui est très important parce que on ne pourra avoir un grand réveil que si on a été au clair au niveau de nos émotions. Vous voyez, les ambitions, les jalousies, les compétitions, voilà, toutes ces choses-là, si on ne profite pas de cette crise, hein, il n'y a pas d'impératif, mais c'est au moins l'opportunité, eh bien,
on changera intérieurement et on verra dans une série d'émissions plus physiques que nos émotions sont essentielles dans les futurs potentiels que nous contactons. Donc Alors Philippe, évidemment, c'est si on vraiment a une une émotion de peur, on va contacter un futur potentiel qui va conforter cette peur et ça ira pas dans la direction où on veut aller. j'ai Oui, vraiment une question, ultra importante et je pense que je ne suis pas la seule à me la poser. On voit tous qu'on grandit physiquement, mmh, mais heu, finalement, comment on sait que ce n'est pas l'enfant en nous qui tire les ficelles de notre vie, ah, mais bien un adulte? Parce que, on a tous un peu les restes, plus ou moins présents de cet enfant intérieur qui dirige la vie et comme vous nous le disiez justement, certains accueillent les émotions, d'autres pas. Et quand on parle de ces rapports de manipulation, alors c'est vrai que là, on parle d'actualité, donc on est plus sur un terrain, de psychologie de masse, puisqu'on est tous en train de vivre la même chose, mais ça pourrait presque, finalement se, se rapporter aussi à un rapport individuel entre 2 oui, adultes oui, où tout il y à a des fait. rapports de manipulation. Comment on sait que ce n'est plus l'enfant qui réagit donc par la culpabilisation, dans un discours de manipulation, parce que là, on parle vraiment de s'adresser à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Mmh. Comment on sait, est-ce qu'il y a des signes, qui font Oui, que voilà, tout d'un coup, il y a des signes ou des indicateurs, déjà notre énervement. Vous voyez, par exemple, souvent ce qu'on voit chez l'autre qui nous énerve, nous l'avons en nous. Vous voyez? Bon, souvent la critique qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un, c'est notre propre critique. Ensuite, une émotion refoulée, réprimée, ça crée de l'angoisse, puisqu'elle s'est accumulée pendant des années et des années, on l'a mis de côté, puis face à une situation, pof, elle apparaît, il y a un sentiment de mal-être et d'angoisse. Donc c'est à celui qui vit l'émotion d'être vigilant, parce qu'on peut être dans le dénigrement des émotions, le déni des émotions, l'exagération, la négation, mais à un moment donné, les émotions sont à notre service. L'émotion qu'on vit, sous toutes ses formes, est une sorte de boussole, de tableau de bord qui nous indique si la direction que nous prenons, elle est en accord émotionnel avec ce qu'on croit être notre direction. Finalement, toute expérience est un signal, un message, et l'émotion est un signal pour agir. Si des fois on voit qu'il y a une angoisse ou il y a une espèce d'inhibition, c'est là où effectivement il faut se poser la question de la cause de l'émotion. Vous voyez, on est amené à comprendre les émotions que nous vivons, les émotions que les autres vivent, parce que là aussi, il faut aussi être à l'écoute. Il y a beaucoup de peur, donc il faut développer son empathie. Et plus on développe son empathie vis-à-vis de soi-même, on développe l'empathie vis-à-vis des autres. La cause de nos émotions, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et puis, l'impact que peuvent avoir les émotions sur l'autre. Alors, l'être humain, tel qu'il a été conçu, il a du mal à supporter un avenir qui est imprécis, indécis. Vous voyez, beaucoup de gens, c'est amusant, puisque la mécanique quantique est devenue très populaire, rêvaient de vivre dans un monde quantique, mais on y est. Le monde quantique a plein de propriétés, mais il y en a une qui est essentielle, c'est l'indiscernabilité, l'imprévisibilité. Vous voyez, un monde totalement aléatoire, absolument pas déterministe, et c'est exactement le monde dans lequel on nous a mis. Et vous voyez la difficulté qu'on a de pouvoir entrer dans un tel monde. Un auteur de science-fiction, Van Gogh, avait imaginé un personnage qui vivait à la fois dans notre monde, soumis à des lois déterministes, et un monde quantique. C'était très difficile, parce que quand il passait de l'un à l'autre, évidemment, ses repères étaient changés. Ça s'appelle le monde des A. En plus, c'était très bien traduit par Boris Vian. Et donc, Van Gogh est un auteur science-fiction canadien, c'est un de ses meilleurs ouvrages, où il explique comment le monde des A et des A bar, c'est deux mondes qui coexistent. Et ce que j'ai vu, c'est que finalement, des gens sont vraiment dans une angoisse de ne pas pouvoir savoir ce que sera demain, ne serait-ce qu'à 2 mois, 3 mois. Là, on est vraiment, on navigue à vue au jour le jour, vous voyez, on est vraiment suspendu aux mesures gouvernementales. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir, c'est un peu un athanor, dirait un alchimiste, pour pouvoir travailler ses émotions et voir qu'est-ce que nous vivons, s'il y a des angoisses, des sujets. Donc, je conseille aux auditeurs d'avoir un petit carnet, de regarder comment ils réagissent, qui les énerve, euh, comment dirais-je, comment ils vivent la situation. Et puis, surtout, il faut être honnête envers soi.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir conscience que l'émotion, ce n'est pas quelque chose de honteux, c'est quelque chose qui est à notre service. Hein. L'homme, par définition, est un être émotionnel. On dit même qu'un des atouts de la Terre, c'est d'être une Terre où on vit des émotions. Il semblerait qu'il y a des êtres qui ne connaissent pas l'émotion. Effectivement, entre un homme et une machine, on peut avoir plein de différences, évidemment. On n'en est pas encore à une intelligence artificielle haute, mais il est probable que l'homme a le privilège sur la machine d'avoir de l'émotion. Et donc, J'ai une l'émotion question, doit redevenir reine. Philippe, vous parliez de la peur de mourir, donc cette peur qu'on a tous, hein, tout le monde le sait, mais ce que je trouve étrange et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, comment ça se fait que finalement toutes les personnes, qui sont justement dans la psychologie humaine s'accordent à dire que c'est la première peur, la peur de mourir, et comment ça se fait qu'on n'entend pas la majorité des gens dire: «Ah bah si, j'ai peur de mourir», mais on entend la majorité des gens dire: «Ah bah moi j'applique tout ce qu'on me dit pour protéger les autres». Comment Oui, ça se fait qu'on entend ce discours-là? en gros, les gens ne veulent pas aller visiter la peur princeps, qu'on dit, qui est la peur de mourir, comme vous dites très justement. Et donc, ils trouvent des raisons de déviation. Finalement, ils veulent pas dire je fais ce qu'on me dit parce que j'ai peur de mourir, soit parce que je crois vraiment à l'existence de ce virus, soit parce que j'ai peur que le gouvernement finalement finisse par me punir et pourquoi pas me mettre en prison et même m'amener à mourir. Et donc, on essaye de trouver mille et une raisons pour empêcher ça. Alors, un collègue qui s'appelait Pierre Augier, que j'aimais beaucoup, il est mort assez âgé, quand il avait fait une conférence, et là où je l'ai rencontré, il avait dit, je vais me présenter à la façon des physiciens, j'ai un siècle à 1% près. Il avait donc 99 ans. Et il disait, l'hémisphère gauche sait qu'il va mourir, et tout le monde le sait. Le palocéphale n'y croit pas. Quant à l'hémisphère droit, c'est même pas dans son imaginaire. Vous voyez, la mort est abstraite et c'est la difficulté. Vous voyez, on voit bien qu'on vit des cycles dans la vie. Quand on vieillit, il arrive à un moment donné, au-delà des 80 ans, souvent les gens, chaque jour, pensent à la mort parce qu'ils peuvent mourir d'un instant à l'autre. Et plus vous avancez en âge. Mais vous voyez, les jeunes générations, pour eux, la mort est abstraite. Donc pour eux, la mort n'est pas naturelle. Donc ils essayent absolument de contourner la difficulté en essayant d'être dans les normes, les règles qui les amèneraient à éviter cette espèce de mort. Et puis la mort au sens symbolique aussi, c'est l'absence de lien. Donc beaucoup de gens ont peur d'avoir une absence de lien, puisque finalement, un être humain qui meurt, il n'y a plus d'interaction entre les cellules et même d'une certaine façon les molécules. Et ça nous amène à définir la vie plus comme l'ensemble des interactions entre les molécules, les atomes, ou les individus, si on prend une société, plus que les atomes en eux-mêmes, les molécules en elles-mêmes, les cellules en elles-mêmes et les individus en eux-mêmes. Et en ce sens, le fait d'être en distanciation sociale, ça nous fait raisonner avec la mort. Et donc, comme on a peur de la mort, on essaye de l'éviter. Alors, dans la psychanalyse freudienne, on dit même que tout individu est une sorte d'équilibriste sur le fil de la vie avec une barre, et il peut pencher tantôt du côté de Eros, les forces de vie, ou du côté de Thanatos. Et donc, en permanence, on réajuste la barre. Beaucoup de gens, d'ailleurs, sont ambivalents. Oui, c'est si vous ça. prenez des gens qui ont atteint un grand âge, ils vous disent « j'ai envie de mourir », mais dès qu'ils ont un petit bobo, il faut appeler le médecin, il faut les soigner. Donc, vous voyez, ils sont quand même attachés à la vie. Comme disait André Malraux, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiguïté. Vie et mort sont des contraires en permanence soumis à des perturbations. Hein. C'est des contraires, une dialectique, on va dire, vie-mort. Et on retrouve ça puisque Héraclite disait il faut vivre de mort et mourir de vie. Donc on voit bien que vie et mort sont les deux colonnes de toute existence vivante, que ce soit une cellule animale, végétale ou l'homme. Alors, vous comprenez qu'en prenant appui sur un risque de mourir, en plus, si on va un petit peu plus loin, et ça, la médecine chinoise l'a très bien compris, tout ce qui est tristesse touche les poumons. Et les bronches, c'est un sentiment d'étouffement. Vous voyez, des gens peuvent développer des problèmes de bronches si, par exemple, ils considèrent que leur compagnon, leur mari est envahissant. Vous voyez, ils ont l'impression qu'on leur pompe l'air, quoi.
Donc, le fait d'être en confinement, le Je fait rigole parce d'avoir… que j'ai eu des crises d'asthme il y a longtemps, hein. voilà. Donc, Il y a ça longtemps, je touche… t'ai dit. voilà, voilà, les crises d'asthme, voilà, on sent bien que là, il y a quelque chose, il y a une espèce de vie et de mort, parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir respirer, donc ça évoque la mort. Nos émotions peuvent avoir un impact sur nos organes. C'est ce qu'on appelle le psychosomatique. Et par exemple, on sait que quand une personne a peur de mourir, ça a tendance à avoir de l'impact sur les poumons, avec une gravité plus ou moins grande. Et le sentiment d'étouffer, par exemple, une personne qui cohabiterait avec un mari ou un compagnon un peu envahissant, ou des fois des colocataires, il y en a un qui a tendance à s'étendre, ça touche les bronches. Et c'est intéressant de voir que le confinement, la tristesse de voir la situation, etc., bah, ça touche la peur de mourir, ça touche l'appareil pulmonaire. C'est exactement les organes touchés en préférence en termes de symptômes cliniques par le SARS-CoV-2. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, les moindres signes qui peuvent toucher ces appareils sont associés à la peur d'être contaminé. La Covid-19, on l'a féminisé, je ne sais pas pourquoi. Et donc, à ce moment-là, bah, les gens rentrent dans des peurs. Vous voyez, on peut avoir des émotions raquettes où, enfant, on s'était vite rendu compte que quand on disait à ses parents qu'on était malade, bah, les parents étaient plus sympathiques, peut-être même on n'allait pas à l'école. Donc, vous voyez, après, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place, ce qui fait que plus on met de la conscience sur nos émotions, plus on gagne en degré de liberté dans nos vies. Et c'est pour ça que je l'ai répété à plusieurs fois. Je trouve que c'est l'opportunité d'aller descendre au fond de nous-mêmes. Le philosophe Maine de Buran disait « La santé nous fait sortir de chez nous, la maladie nous ramène à l'intérieur de nous. » Donc voilà, il ne faut pas faire comme le signalait une femme écrivain, Clarice Lispector, qui disait « À peine rentrée en moi que je veux déjà en sortir prise de panique. » Alors Philippe, je voulais vous demander, vous savez que je me pose aussi beaucoup de questions sur le plan politique et là, le thème de cette vidéo s'adressait à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. J'aimerais savoir ce que vous pensez. Est-ce qu'il existe un gouvernement? Est-ce qu'il existe des personnages politiques qui s'adressent à la réflexion plutôt qu'à l'émotion? Oui, je pense qu'il y a des peuples traditionnels qui ont encore ce souci de s'adresser à la raison plutôt qu'à l'émotionnel. Par exemple, chez les peuples de la Sierra Nevada Santa Marta, j'en ai connu deux, les Kogi et les Arhuacos, on a un endroit spécial où on débat la nuit dans des hamacs où le but, c'est pas d'avoir raison, c'est des fois d'exprimer ce qu'on a à sortir. Cet endroit s'appelle la nuée ou le Kankurua. Et là, après avoir libéré l'émotion, eh bien, à un moment donné, les gens peuvent vraiment mettre en avant la réflexion et la raison. Et donc, ils se méfient beaucoup dans les débats qui sont importants pour leur communauté, d'écarter tout ce qui est la tourmente émotionnelle, parce qu'elle est mauvaise conseillère, comme vous le savez. Et d'ailleurs, je dois remercier, il y a une qualité extraordinaire qu'a notre président Emmanuel Macron, c'est la capacité à mettre en 1/10 de seconde les gens en colère. Il a une capacité hors du commun. C'est vraiment, il devrait faire du cinéma parce que c'est vraiment là, il a une capacité à faire vivre des émotions que j'ai rarement vues, quoi. Donc, oui, je pense que les peuples traditionnels ont compris ça. Vous voyez, ils ne sont pas primitifs, comme on disait autrefois, et c'est des peuples vraiment premiers. Et je pense qu'on paye toute une pédagogie, une éducation où l'émotion a été mise de côté, où les enfants ne leur ont pas appris à gérer leurs émotions. Adultes, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Et ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence émotionnelle ou le quotient émotionnel. Et on voit bien que beaucoup de gens peuvent avoir une espèce de gouffre abyssal entre leur intelligence et leur émotion. Alors, ce n'est pas nouveau, puisque Pascal, dans ses pensées, nous dit que l'homme en lui-même est le plus prodigieux objet de la nature, car il ne peut savoir ce qu'est un corps.
encore moins ce qu'est un esprit, et moins encore qu'aucune autre chose, comment un corps peut être uni à un esprit. C'est là le comble de cette difficulté, et pourtant, c'est son propre être. Vous voyez, les pensées de Pascal, plusieurs siècles, on en est toujours là. On est toujours dans une sorte de séparation entre le corps et l'esprit. Et donc, évidemment, le corps et l'esprit sont liés et s'influencent mutuellement. Et tout le psychosomatique joue, sans parler des émotions qui ont un impact sur la défense immunitaire, hein, le stress, par exemple. Un exemple typique où, si vous êtes stressé, bah, vous abaissez votre défense immunitaire. Les émotions ne sont pas uniquement mobilisées au niveau de la tête, elles ont un impact sur nos corps. Et donc, on sait que la peur, ça joue sur les reins, organe très important pour les Chinois, puisque c'est là où est fabriqué le qi. La tristesse, ça touche les poumons. La vésicule biliaire, c'est la rancœur. Le foie, c'est la colère. Donc, il y a des tas d'émotions qui sont enfermées dans les organes. Et c'est assez amusant, d'ailleurs, parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, ça paraît aberrant d'avoir un psychologue qui s'occupe que de la tête. Chaque organe a sa propre psychologie. Il y a une sorte de psychologie organique. Et donc, il y a un peu de psychologie dans tous nos organes. En tous les cas, voilà, je crois que la période que nous vivons montre que l'homme est plutôt un être de rationalisation plus que de rationalité. Il essaye de maintenir sa cohérence. C'est un principe de base de tout individu. Si sa cohérence est mise à mal, bah, il est angoissé parce qu'il y a tout un tas d'émotions qui étaient réprimées depuis des années, qui remontent à la surface comme une cocotte minute. Et c'est ce qu'on voit. Et donc, vous avez des gens, dès que vous abordez, par exemple, une remise en cause du narratif, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas véritablement mettre dans leur vie, puisque ça met en péril leur cohérence. Et évidemment, vous voyez, tout un ensemble d'émotions joue. Finalement, les émotions sont indispensables à la survie de l'homme. Voilà, elles ponctuent sa vie. Elles jouent un rôle également primordial dans la fabrication de la pensée et du comportement. Et donc, dès que vous avez vos besoins premiers qui sont mis en péril, comme la cohérence, eh bien, il y a des facteurs qui interviennent, notamment si vos besoins primitifs sont soumis à des facteurs extérieurs, l'interaction avec les gens, ou intérieurs, la faim, la soif, la souffrance, etc., l'émotion surgit. Voilà. Et donc, au niveau des hémisphères, l'hémisphère gauche génère des émotions plutôt positives et l'hémisphère droit plutôt des émotions à caractère plutôt négatif. Alors, c'est justement parfait pour faire une transition. Donc, bon, on a bien compris, Philippe, que à part les peuples traditionnels, on est quand même plus dans un rapport de manipulation, vu votre réponse, hein, puisqu'on s'adresse quand même à l'émotionnel, donc on infantilise. Bon, ça, c'était bien clair. En tout cas, je vous remercie pour votre franchise. Et ça nous permet de faire cette transition sur l'épigénétique, puisqu'on nous a toujours dit, enfin, on parle de maladies génétiques, d'hérédité depuis des lustres. Et là, vous voulez nous ouvrir une porte sur une autre façon d'appréhender, en fait, tout simplement, la faculté que notre génome a de se changer en fonction de son environnement, ou l'épigénétique. De ses émotions, de ses pensées, oui, tout à fait. Alors, l'épigénétique est née en 1942 avec un biologiste anglais qui s'appelle Waddington, Conrad Waddington, et il définit l'épigénétique comme un dialogue permanent entre la génétique et l'environnement. Alors, il y a une expérience qui montre bien la possibilité d'une transmission acquise des caractères. Vous savez que ça a été un débat. Le chevalier de Lamarck, lui, considérait qu'il y avait une transmission possible acquise des caractères. On a souvent caricaturé ses travaux avec la girafe qui a un long cou parce que, comme elle est vorace, elle a fini par manger les feuilles en bas et puis au fur et à mesure qu'elle devait aller chercher les feuilles en haut, elle a agrandi son cou. Et donc, il y a eu des expériences qui ont essayé de trancher si les travaux de Mendel, ce moine autrichien qui a mis en évidence sur des petits pois les lois de l'hérédité, qui sont plutôt des lois innées. On hérite de nos gènes et elles sont transmises à l'identique de génération en génération, alors que Lamarck disait qu'il y avait une possibilité de modifier la transmission en fonction de ce que nous vivons, l'environnement. Et donc,
Randy Gertel, qui est radio-oncologue à l'université de Duke, a pris comme animal test des souris qu'on appelle agoutis. Elles ont une obésité, elles ont un gène, comme malheureusement certaines familles peuvent avoir un gène de l'obésité. Et ce gène les rend voraces, donc elles ont une taille énorme, 3 fois la taille d'une souris normale, et un poil un peu marron, vous voyez, marron-orange. Donc ces souris, si on les met sous supplémentation alimentaire, de la vitamine B12, de l'acide folique et de la cystéine, elles redeviennent normales. Alors on va dire c'est le triomphe de la nourriture, la nutrithérapie, mais là n'est pas le caractère innovant de l'expérience, c'est que ces souris sous supplémentation, lorsqu'elles vont se reproduire et donner naissance à des petits, les petits n'ont pas besoin d'avoir la supplémentation alimentaire. C'est-à-dire que ce qu'on leur a ajouté dans la nourriture a été transmise à la génération suivante et de génération en génération. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait bien une possibilité de transmission acquise des caractères, alors qu'on croyait, avec les travaux d'August Weismann, qui avait coupé la queue de souris adultes, et il vérifiait si ces souris, lorsqu'elles se reproduisaient, donnaient naissance à des souriceaux qui avaient la queue coupée. Il a fait ça sur 21 générations, il arrivait à la conclusion que ce n'était pas possible, donc on a enterré la transmission acquise des caractères au profit de la transmission innée des caractères, et on va dire que c'est Mendel qui a triomphé. Alors, l'expression des gènes n'est pas uniquement déterminée par les gènes en eux-mêmes, mais par un assortiment de protéines et même de micro-ARN qui vont véritablement donner l'ordre à un gène d'être allumé ou éteint. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Alors, on va revenir sur l'ADN. L'ADN, c'est une molécule qui est surenroulée. Si on la désenroule pour en faire un fil linéaire, elle mesure 2 mètres. Et la taille d'une cellule, c'est 1 million de fois plus petit. Donc, pour rentrer dans une cellule qui est 1 million de fois plus petit, il faut bien que l'ADN soit surenroulé. Alors, on pourrait donner cette image du fil qu'on enroule autour d'un cylindre de carton. Et puis, quand on veut l'utiliser, on le désenroule de l'autre côté. Eh bien, notre ADN est surenroulé autour de protéines qu'on appelle les histones. Et ce sont ces histones qui peuvent donner l'ordre à un gène d'être allumé, c'est-à-dire il va fabriquer une protéine ou éteint, il n'y aura pas de protéine. Alors, comment on peut expliquer ça? L'ADN est fait de plusieurs composants. Il y a un sucre, le désoxyribose, il y a des groupements chargés négativement qu'on appelle phosphates, et puis il y a des molécules organiques qu'on appelle les bases, l'adénine, la thymine et la cytosine. Alors, il se trouve que les histones ont des acides aminés qui sont chargés positivement et l'ADN est chargé négativement. Donc, il y a une espèce d'interaction, puisque tout le monde sait que le plus et le moins s'attirent. Et quand les histones et l'ADN forment un milieu compact, on appelle ça une hétérochromatine, eh bien, il n'y a pas de synthèse de protéines. La molécule n'est pas active. Et généralement, le gène est en intime lien avec les histones. Et on s'est rendu compte que parfois, il peut y avoir des opérations chimiques. On peut, par exemple, fixer sur l'acide aminé chargé positivement des groupements méthyl. C'est un atome de carbone et 3 atomes d'hydrogène. Et à ce moment-là, on annule la charge négative portée par l'acide aminé. L'ADN et les histones se séparent et le gène peut être traduit en protéines. À l'inverse, si on fixe un groupement acétylé, eh bien, on peut refermer le gène et l'éteindre en quelque sorte. Donc, ces phénomènes épigénétiques orchestrent les nombreux changements que nous avons dans notre biologie, et notamment un qui est capital, c'est le fait que l'ovule activé par le spermatozoïde va, en 9 mois, donner un organisme qui fait 50 000 milliards de cellules, réparties en 220 types de cellules différentes. Alors, c'est assez hallucinant parce que si on prenait l'ADN de nos 50 000 milliards de cellules dans notre corps et qu'on les mettait les unes à côté des autres, on pourrait faire 133 fois la distance de la Terre au Soleil, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres. Donc, vous imaginez le potentiel informationnel que nous avons dans nos cellules. Alors, on s'est rendu compte que si un souriceau était maltraité, alors ça veut dire quoi, la maltraitance chez les souris? La mère doit lécher l'enfant, d'où l'importance du contact. Et vous voyez un petit peu les ravages que peut faire la distanciation, la séparation, enfin, voilà.
Et donc, si le souriceau n'a pas été suffisamment léché, on s'aperçoit qu'il a un profil plutôt agressif, craintif, il a du mal à gérer précisément ses émotions. Et face à des émotions, il va paniquer et s'avérer extrêmement agressif. Et puis, il est craintif, il n'est pas de nature curieuse à explorer. Au contraire, si le jeune souriceau a été convenablement léché par sa mère, il aura plutôt une bonne gestion de son stress, il sera curieux, et il ne sera pas de nature agressive, il sera plutôt calme. Et donc, grâce à l'imagerie médicale, on s'est rendu compte que dans 2 régions, l'hippocampe et l'amygdale, il y avait des anomalies, c'est-à-dire qu'un gène était réprimé, c'est-à-dire hyperméthylé, on avait mis dessus beaucoup de méthyle, donc le gène ne s'exprime pas, et ce gène correspond à un récepteur du cortisol. Donc, quand on est stressé, on émet du cortisol, c'est ce qu'on avait vu la 2e émission. Nous avons au niveau des glandes des corticosurrénales, et face à une stimulation de notre cerveau, une partie qu'on appelle le cerveau limbique, eh bien, nos corticosurrénales émettent du cortisol. Et si le gène correspondant au récepteur du cortisol est réprimé, le cortisol est beaucoup plus abondant et surtout, l'animal a du mal à gérer son stress. Alors, les 2 structures qui sont souvent atrophiées quand il y a maltraitance, que ce soit une maltraitance psychologique, physique ou sociétale, c'est l'hippocampe et l'amygdale, qui sont 2 régions qui gèrent à la fois la mémoire et qui nous aident aussi à gérer nos émotions, qui sont souvent des organes vigilants en cas de danger. C'est des organes d'urgence et de surveillance. Alors, on s'est rendu compte que, par exemple, quand une petite fille avait été violée, elle va se marier et elle va donner naissance peut-être à une fille qui aura peur d'être violée alors qu'on ne lui a jamais parlé, c'est un secret de famille, de ça. Et ça va jusqu'à 3 générations. D'ailleurs, en Suisse, vous avez Ariane Jacobino, qui est une excellente épigénéticienne, qui travaille à l'Université de Genève et qui a beaucoup travaillé sur les conséquences sur 3 générations d'un acte de violence psychique et physique. Alors, la société actuellement est en train de programmer parce qu'on s'est rendu compte que des mères en gestation, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu un embargo alimentaire de la part des Allemands et ces femmes étaient en régime hypocalorique, 500 calories par jour, et donc elles ont logiquement donné un bébé de petite taille. Mais quand elles sont devenues adultes et qu'elles ont eu à leur tour des enfants, alors qu'elles n'étaient pas en carence alimentaire, il y avait la mémoire qui avait été transmise. Elles ont donné naissance à des bébés de petite taille. Et on a vu en regardant les cellules sanguines qu'il y avait un gène correspondant au facteur de croissance qui avait été réprimé, ou en tous les cas, il ne fonctionnait pas comme il devrait fonctionner, ce qui a donné, pendant plusieurs générations, au moins 3, des bébés de petite taille. Alors, chez un ver de terre, le Caenorhabdidis elegans, qui est la star des animaux pour étudier la longévité et le vieillissement, ça va jusqu'à 40 générations. C'est-à-dire, on prend un adulte, un patriarche, on le soumet à une odeur, et pendant 40 générations, les autres vers issus du patriarche, qui a eu de la descendance, eh bien, ils n'ont pas besoin d'être à nouveau au contact de l'émotion, elle est intégrée. Et donc, ça a valu à Andrew Fire et Graham Milo le prix Nobel de médecine ou physiologie. Alors, on commence à se rendre compte, on parle de 3 générations, peut-être ça va plus loin. Il y a donc une mémoire inter- et transgénérationnelle, et actuellement, effectivement, il y a beaucoup de femmes enceintes qui vont donner un impact à leurs enfants, et nous avons un impact. Et vous voyez, le fait de vivre de telle ou telle façon cette pandémie va avoir un impact sur notre ADN. Et donc, on estime que la société peut même agir sur notre ADN, on appelle ça l'épimémétique. On peut considérer l'ADN comme une sorte de génome lui-même. Et donc, on est au carrefour d'un génome individuel et d'un génome collectif. Alors, dans quelques années, on verra probablement un débat acharné entre ceux qui pensent qu'il faut faire le séquençage du génome humain et l'enfant naît, vous voyez, ça c'est royal pour Big Pharma, on a fait le séquençage et on va avoir des potentialités de maladies, et donc on met sous médication à vie le bébé, qui va devenir adolescent puis adulte, ou bien on considère qu'un gène n'est rien, c'est une potentialité. Et donc, à partir des années 90, on a renoncé à
à cette approche qu'on appelle le séquençage du génome humain, parce que finalement, rien ne nous dit qu'un gène qui est présent sera actif. Vous voyez, si on fait une analyse du génome de n'importe quel individu, on verra peut-être des potentialités d'hypertension, de chorée de Huntington, une maladie neurodégénérative, peut-être la maladie de Parkinson, etc., etc. Mais rien ne nous dit que ces gènes seront actifs. C'est nous qui allons déclencher ou pas. Comme par exemple le cancer du sein. Est-ce que le cancer du sein est héréditaire ou c'est la peur du cancer du sein qui devient héréditaire? Vous voyez, on est dans une autre vision des choses, ce qui fait que les épigénéticiens considèrent que le gène on va dire, dispose en fonction de ce que proposent les histones. Et on peut considérer que le gène est potentiellement porteur d'une maladie qui ne s'exprimera ou qui ne s'exprimera pas. Voilà. Est-ce qu'on peut en déduire, Philippe, qu'avec tout ce stress qui dure depuis plus d'1 an, est-ce que ça peut réveiller justement chez des gens des potentiels de gènes, justement? C'est pas exclu que ça réveille des potentiels, mais la différence entre la génétique et l'épigénétique, c'est que l'épigénétique est réversible. Vous voyez, on peut avoir une réversibilité, donc on pourrait définir l'épigénétique comme la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes régulant la transmission réversible, reproductible, adaptative de l'expression des gènes. Mais c'est réversible. Si on fait un travail sur soi, on peut arriver à avoir une réversibilité. Donc, s'occuper de soi, qui peut donner le sentiment de culpabilité à certains, est presque une nécessité. Vous voyez, on s'est rendu compte que les femmes qui étaient enceintes pendant l'attentat du 11 septembre 2001, les World Trade Center, ben, il y avait un impact sur le bébé. On s'est rendu compte que des mères qui avaient connu un stress psychologique ou une intoxication avec des produits chimiques pouvaient transmettre ça à leur bébé. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est intéressant, c'est en faisant un travail sur soi, on peut arriver à lever ce qui a été programmé. Et donc, c'est là où il y a une bataille entre la société, vous voyez, qui veut doublement nous programmer, puisque pour certains, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais les vaccins sont des thérapies géniques qui peuvent éventuellement modifier le génome. Mais tout ce que nous vivons et que la société nous impose, parce que c'est une violence institutionnelle, ben ça imprime aussi notre génome, mais aussi, c'est ce qu'on avait vu avec le travail de Frederick Hudson, les individus peuvent changer le génome de la société. Et vous voyez, presque le grand réveil et le grand reset, le séquençage du génome humain, c'est ce que nous proposent les mondialistes, avoir quelque chose qui est entièrement programmé, une génétique rigide, etc. Et puis, le grand réveil, c'est plutôt une approche épigénétique, c'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus libertaire. Et ça, alors, ça donne raison à des tas de pratiques ancestrales, comme par exemple les mantras, dans l'hindouisme, la musicothérapie, donc nos pensées qui sont des ondes, ou les musiques que nous pouvons écouter, je sais que vous aimez bien la musique, ben ça joue. Donc, vous voyez, quand les gens vivent des choses, où ils vivent des angoisses, ben, écoutez de la musique, bougez, dansez, faites-vous masser, parce qu'on sait que la peau et le cerveau sont issus d'un même feuillet embryonnaire, l'ectoderme. Donc, quand on masse quelqu'un, c'est comme si on massait son système nerveux. Voilà. Il y a des tas de choses à mener. Et peut-être un jour, on fera une émission sur tout ce qu'on peut utiliser comme naturel. Hein. Alors, évidemment, ça peut réveiller, pour répondre à votre question, on a des gènes qui sont propres à générer des cancers, d'autres qui sont propres à lutter contre le cancer. Les gènes qui créent des cancers, on les appelle les oncogènes, les gènes anti-cancer, les anti-oncogènes. Il y a toute une alchimie qui est propre à chaque individu et je trouve qu'on retrouve une liberté, une souveraineté. Parce qu'autrefois, on disait, bah, c'est la faute à pas de chance, on a reçu une sorte de tatouage génétique, c'est la faute de nos parents, et puis on peut rien y faire. Bah non, finalement, on s'aperçoit que le gène, c'est quelque chose, mais il n'est rien si effectivement l'histone associé ne lui donne pas l'ordre d'être exprimé ou pas. Et donc, si la génétique s'occupe des gènes, l'épigénétique est la couche d'informations supplémentaires qui indique à une cellule si elle doit exprimer ou pas un gène. Et donc, les pensées
peuvent jouer le rôle d'interrupteur. On voit l'ADN différemment. Un interrupteur, vous mettez le doigt, vous l'allumez, vous l'éteignez, et vos pensées peuvent jouer le rôle de ce doigt qui peut allumer ou éteindre. Donc, je trouve que c'est bien. Plus vous serez dans des énergies autres, et plus vous allez peut-être aider votre génome, le déprogrammer. Et donc, c'est une incroyable liberté, parce que ça veut dire que les pires des dictatures ne peuvent pas encore rentrer dans l'intimité de notre génome, puisqu'ils dépendent de nos pensées. Elles le peuvent en nous formatant, mais certains peuvent échapper à ce formatage. Eh bien, en tout cas, vous, Philippe, vous nous amenez une fin de vidéo nettement positive, même avant que je lance la dernière parole qui est toujours positive, vous le savez, les amis. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il y a des thèmes que vous voulez qu'ils soient approfondis, vous pouvez mettre dans les commentaires parce qu'on les lit, on n'a pas le temps de répondre. Malheureusement, c'est rare qu'on ait le temps. On est assailli de tous les côtés, mais en tout cas, on les lit et on prend des notes. Donc, s'il y a des thèmes là sur des précisions que Philippe nous fait, mais on n'a pas le temps de faire des émissions de 10 heures à chaque fois sans savoir. Alors, voilà, je sais que l'épigénétique, en tout cas, c'est ultra demandé, Philippe. Et on pourrait faire une émission encore plus fouillée sur ça. Oui, je voudrais oui, finir par... J'aime beaucoup l'écrivain Octavio Paz, mexicain, prix Nobel de littérature, qui disait « L'homme moderne a la prétention de penser tout éveillé. Mais cette pensée éveillée nous a conduits dans les corridors d'un couloir sinueux où les miroirs de la raison multiplient les chambres de torture. En sortant, on se rendra peut-être compte que nous avons rêvé les yeux ouverts et que les rêves de la raison sont atroces. Alors peut-être recommencerons-nous à rêver les yeux fermés. » Donc, vous voyez, il avait parfaitement compris cette espèce de cauchemar dans lequel nous sommes, mais à nous de pouvoir à nouveau rêver les yeux fermés et non pas avoir cette prétention de rêver les yeux ouverts, puisque c'est une forme de délire qui est en train de se mettre sous nos yeux. Voilà, en fonction des questions, on peut évidemment prolonger, faire des émissions spéciales, c'est sans fin, c'est une forme d'université interactive. Voilà. Vous avez bien compris, les amis, c'est vrai que Philippe a beaucoup de choses à nous apporter et vraiment content. Il nous reste donc 7, 8 et 9, 10 points. Donc, on va bientôt arriver sur la fin de la partie de cette ingénierie sociale, mais on aura encore d'autres surprises avec... On peut entamer un autre cycle qui serait une autre vision plus physique avec le temps, avec comment comprendre la société autrement, comment combattre différemment. Comme j'avais dit au départ, il faut comprendre les mécanismes qui nous amènent à nous auto-censurer, à nous manipuler. Et ensuite, effectivement, il faut donner la possibilité d'avoir des armes efficaces qui sont à la portée de tout le monde. Et c'est ce qu'on pourra voir. Après, c'est un autre volet. On pourra voir la façon dont la société est orchestrée, pourquoi la mondialisation nous impose des choses qui sont contraires aux lois de la nature, qu'est-ce que c'est que la nature du temps, comment utiliser ce temps, etc., etc. Ce sera une casquette plus physique et moins psychologique. Voilà. OK. Mais on ne pourra pas s'empêcher d'y mettre quand même de la psychologie parce que quand même, ça fait partie de toute l'être humain, bien sûr. Oui, et oui, et oui. Voilà, il y aura toujours de la psychologie, mais étant donné qu'on a les bases maintenant, on la mettra en second plan, on la mettra pas en premier plan, tout en sachant qu'elle joue un rôle, évidemment. Parce que par définition, l'être humain est un être émotionnel. Les émotions sont quand même ce qui est la spécificité de l'homme, qu'on veuille ou pas. Si je résume bien, les carottes ne sont pas cuites, Philippe. Même si on est un peu coincé avec l'enfant qui tire les manettes et puis qui réagit à cette émotion, culpabilisation, on appuie sur les vieux dossiers qui font mal sans le comprendre, sans le savoir, rien n'est perdu. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire en prendre conscience, c'est déjà en quelque sorte faire un pas vers la libération. Donc la conscience de nos émotions nous permet d'avoir une vie avec un degré de liberté plus important. Et vous mettez de la conscience en ayant de la conscience sur vos émotions. Et en ce sens, ça permet de voir la crise différemment. C'est-à-dire, merci, au moins sur cet aspect de la crise, c'est de m'amener à me poser des vraies questions
qu'on n'aurait pas le temps de se poser parce que la vie nous avait amené à aller vers une espèce de rapidité, une rapidité éternellement rapidité. Là, on est mis entre parenthèses et on ne peut pas tricher. En tous les cas, être honnête envers soi, c'est un des pas sur les chemins de l'introspection psychologique. Voilà. Alors après, on peut toujours soulever le tapis et puis mettre tout dessous, mais il y a un jour où ça va ressortir, hein, donc c'est vrai que Ça tant qu'à explose. faire, autant faire le ménage de printemps, on y arrive bientôt. Oui, et puis c'est nécessaire pour, parce que je suis persuadé que nous allons vivre un grand réveil, c'est nécessaire pour qu'on puisse vivre pleinement le grand réveil. Vous voyez, si on part avec nos émotions réprimées, vous voyez bien, ça, on a fait des expériences. Hein, la révolution russe en est un exemple, où les gens n'avaient pas vraiment fait la révolution des émotions, ils ont fait une révolution extérieure, ils sont repartis, et pendant plus de 70 ans, on avait des individus qui étaient en porte-à-faux par rapport au régime qu'ils prétendaient avoir. Donc voilà. Alors les peuples traditionnels ont beaucoup à nous apporter. Il y aurait aussi un volet sur les peuples traditionnels. On pourrait appeler ça la casquette du psychologue, la casquette de l'anthropologue, la casquette du physicien. Parce que les peuples traditionnels ont beaucoup à nous apprendre. D'ailleurs, beaucoup des thérapies brèves qui ont été développées aux États-Unis par l'école de Palo Alto viennent de ces peuples traditionnels qui ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre sur l'art de gérer les émotions, l'art de vivre ensemble, leur vision du monde. Et voilà, jamais ils ont pris autant une importance que par cette période que nous vivons, quoi. En tout cas, merci Philippe pour votre présence, toujours bienveillante et pleine de calme, ça nous fait du bien. En tout cas, les amis, partagez cette vidéo. Je pense que vous êtes maintenant de plus en plus nombreux à nous suivre et je suis ravie, cette émission est un vrai succès. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser en commentaire sous cette vidéo vos envies, des sujets que vous souhaitiez qu'ils soient approfondis. On se réjouit de vous retrouver bientôt. Vous pouvez télécharger aussi cette vidéo sur emmacreuzy.com. Les liens sont sous le descriptif de cette vidéo. Rejoindre Philippe Bobola, l'unité du savoir. Tous les liens pareils sont sous le descriptif de cette vidéo. Et puis, Philippe Bobola, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Pour la suite des aventures, je voulais dire, je vais faire avec des studios une formation d'auto-coaching. Alors, si les gens sont intéressés pour essayer de s'auto-coacher, c'est tout à fait possible. Je les invite à aller visiter. C'est Didier Santiago des studios. Vous verrez, c'est une formation qui commencera au début février. OK. Merci beaucoup, Philippe. Les amis, à très vite. Et partagez cette vidéo, likez et commentez comme d'habitude, vous savez faire. À très vite.